La France est prête, du moins c'est ce qu'il affirme dans son dernier livre. Robin Rivaton est mon invité du jour. Merci de nous accorder cette interview pour Thinkcover. Alors première question, la France est, on va le dire, est à la traîne. Prévision de croissance en baisse pour l'année 2015 selon l'INSEE, chômage encore en hausse. De quoi est-ce que la France a vraiment besoin en ces temps difficiles? Alors aujourd'hui, on est là, on a l'occasion de faire de grandes réformes, puisque comme vous l'avez dit, la France va mal, mais en tout cas le reste du monde ne va pas si mal. Il y a une conjoncture d'éléments que sont la baisse de l'euro, que ce soit la baisse des taux d'intérêt, que ce soit la baisse des prix des pétroles, qui aujourd'hui fournissent une conjoncture très favorable pour faire des réformes. Et donc on a toutes les choses toutes les cartes en main pour faire ces grands changements. Et par contre, on ne le fait pas aujourd'hui. Votre livre est consacré à votre optimisme vis-à-vis de la population française et des réformes qui sont nécessaires à prendre en France. Mais on voit que lorsqu'on parle du CICE, de la loi Macron et de la prochaine, par exemple, révision du Code du travail, on a déjà des levées de boucliers. Est-ce que vous êtes certain qu'on peut réellement prendre ces réformes vis-à-vis des corporatismes qui sont actuellement en action en France ? Effectivement, je parlais des éléments conjoncturels, de l'économie qui allait mieux, mais le grand thème de ce livre et de La France est prête, c'est de dire qu'il y a des éléments structurels et qu'il y a une évolution de la population, une évolution des conceptions et des mentalités dans la population française qui aujourd'hui permet de penser qu'elle est prête au changement d'ampleur du modèle social et économique. La grande question, c'est de savoir comment effectivement elle réagit par rapport à ces éléments, mais la réaction face à la loi Macron était très positive, plus de 2 Français sur 3 l'ont soutenu. Le CICE est aussi plutôt une bonne politique, même si elle a été plutôt mal expliquée à mon avis. Et sur les réformes du Code du travail, on voit bien qu'aujourd'hui, les Français sont très majoritairement prêts à faire évoluer le contrat de travail, à faire évoluer la durée du travail, à faire évoluer l'ensemble des conditions qui régissent ce marché. Donc on a quand même aujourd'hui une grande fenêtre d'opportunité qui permet de laisser espérer, de laisser envisager de grands changements, mais les politiques ne s'en saisissent pas encore. Dans cette évolution face aux réformes que vous appelez, on voit que les éco-titres ont titré hier que 77% des Français étaient prêts à un tournant libéral. Comment est-ce que vous expliquez ce changement majeur dans l'opinion française ? Alors, le changement, il s'étale sur une dizaine d'années. Il date depuis le début des années 2000. En fait, grosso modo, c'est le moment où la France a connu sa dernière heure de gloire, son dernier pic de croissance très, très important. Et donc, les Français, depuis 10-15 ans, se rendent compte que le modèle économique, aujourd'hui, est devenu un problème et empêche notre compétitivité face aux autres pays. On a compris que notre niveau de vie est en train de baisser en relatif par rapport aux autres pays occidentaux. On voit bien que les salaires stagnent, on voit bien que notre compétitivité stagne, on voit bien que la richesse fuit la France, et donc tous ces éléments très factuels, les Français les ont compris, et surtout le vrai point de cette démonstration, c'est que les Français sont partis, et donc quand ils ont découvert ce qui se passait de l'autre côté des frontières, de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont bien compris qu'il y avait un autre monde et qu'il y avait une autre façon de voir les choses, et que de nombreux pays qui n'étaient pas pour autant des grandes dictatures libérales capitalistes, mais que ces pays s'étaient ouverts au monde avec du succès. Et donc eux aussi voulaient cette part de croissance et cette part du gâteau désormais. Toujours dans une partie plus économique, certains économistes avancent que le FMI aurait avoué l'échec des politiques d'austérité en Europe. Et il parlerait d'un multiplicateur de dépenses publiques qui serait de 1,5. Donc pour 1 euro dépensé par l'État, il y aurait un retour de 1,50 €. Est-ce que vous êtes favorable à une politique de relance, ou est-ce qu'il faut poursuivre ou améliorer les politiques actuelles d'austérité et d'offre ? Alors, faut pas exagérer, ce qu'est le mea culpa du FMI. Le FMI a dit qu'effectivement les politiques d'austérité en Europe avaient sans doute été trop agressives. Il n'a pas dit qu'elles n'avaient pas fonctionné. Il a dit qu'elles avaient été trop agressives, trop violentes, trop immédiates d'un seul coup, et donc elles avaient pu casser dans certains endroits, dans certains pays, dans certaines années, casser le potentiel de croissance. C'est notamment le cas dans les pays dits périphériques, qui étaient l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Mais en tout cas, il n'a pas remis en cause le modèle même des politiques d'austérité. Concernant le multiplicateur de la croissance, non, la crise d'aide souveraine, qui est une crise majeure qui a frappé l'Europe bien plus que la crise des subprimes au final. Et cette crise d'aide souveraine, elle vient tout simplement parce que les pays européens n'avaient pas fait les efforts de restructuration, les efforts de retour à l'équilibre budgétaire pendant la période de prospérité. Et aujourd'hui, alors qu'on retrouve une période avec une certaine croissance, je dirais, en rythme normal, au moins supérieur à 1 point, 1,2 points, 1,5 points de croissance, il est normal d'essayer le plus vite possible de retourner à l'équilibre budgétaire.
On a une tendance mondiale des banques centrales à la création monétaire avec de nombreux quantitative easing, avec une hausse des valeurs boursières. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'économie mondiale lié à cette inflation sur les marchés boursiers? Alors effectivement, depuis maintenant 4 ans, 5 ans, on a une très forte création de monnaie via des instruments qu'on appelle non conventionnels. C'est pas forcément de la création monétaire comme ça pouvait s'envisager par le passé. C'est plus de l'achat d'actifs par des banques centrales. Donc cet achat d'actifs, il se traduit par moins d'inflation dans le système habituel qui est les biens et les services. Il n'y a pas d'inflation aujourd'hui dans les biens et services, et cette inflation s'est reportée ailleurs, a fait gonfler d'autres actifs, dont notamment les marchés boursiers. Pour autant, les marchés boursiers ne présentent pas un profil totalement incroyable, totalement dissymétrique. Donc la crainte d'un affaiblissement, d'un assèchement brutal des marchés boursiers n'est pas forcément ce qui est le plus dangereux à court terme. Ce qui est quand même le plus dangereux à court terme aujourd'hui, c'est une remontée des taux d'intérêt des dettes publiques qui poserait un problème aux États qui ont encore besoin de s'endetter, notamment parmi lesquels la France. Dans l'évolution actuelle de l'économie, on voit que le numérique prend une place qui est de plus en plus importante. Quelle doit être la place de l'État dans l'aménagement, dans l'évolution de l'économie actuelle vers cette économie numérique? Alors effectivement, l'économie numérique est en train de prendre une place importante dans notre économie. Elle reste quand même très marginale. Et c'est le chiffre sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on estime que l'économie numérique, le secteur dit numérique en France, rassemble 5 à 7, 8, 9% maximum, selon les évaluations, de l'économie française. Donc on est encore sur quelque chose qui a un poids marginal. C'est important de le souligner parce que il faut le prendre en compte, il faut aménager, il faut accélérer la croissance de ce secteur-là. Il ne faut pas non plus tout adapter le modèle pour un secteur qui représente moins de 10% du PIB. Première remarque. La deuxième remarque que je ferai, c'est que la meilleure façon pour un gouvernement de laisser faire de laisser faire le numérique, c'est de ne rien faire. Tout simplement parce que le numérique, c'est pas un secteur à part entière, c'est un outil, c'est un mouvement. Moi, je le compare souvent à l'électrification de la France à la fin des années du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'ont fait les politiques à ce moment-là? Ils n'ont pas créé un secteur électrique, ils ont utilisé l'électricité dans tous les domaines de l'économie et de la société, des politiques publiques en général. Et donc il faut absolument que le législateur laisse faire ça, soit très prudent sur des dérèglements quand il y a de la concurrence déloyale entre différents business ou modèles d'affaires. Je prends l'exemple par exemple d'Uber Pop ou des taxis, donc de trouver un terrain d'entente, de trouver un système dans lequel il y a un prélèvement social et fiscal qui permette d'assurer le financement de la protection sociale, sinon c'est de la concurrence dite déloyale, mais en tout cas il ne faut absolument pas interdire, et ça c'est ce qu'a fait malheureusement le législateur. Est-ce que c'est cette position vis-à-vis de l'économie numérique qui reste entre guillemets encore marginale, qui explique que vous n'êtes pas d'accord par exemple avec Gaspard Koenig sur l'idée qu'on va vers la fin d'un salariat? Tout à fait. On peut peut-être aller vers la fin du salariat. Moi, je suis incapable de dessiner la courbe à un siècle. Mais sur les 20-30 prochaines années, le salariat restera encore dominant dans la société française. On aura peut-être 20-30% de freelance, grand maximum, ou d'indépendants. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que les indépendants français sont souvent des gens qui ont un rapport au salariat, sont des salariés qui ont une activité complémentaire d'indépendants à côté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas redessiner le modèle sur quelque chose qui est encore marginal ou qui pourrait être majoritaire dans un siècle ou deux. Sinon, le problème, c'est de mettre en risque le modèle actuel. Dans un temps, je dirais, plus court-termiste, on arrive aux élections, aux échéances de 2017. Quelle va être la place du débat économique dans ces élections ? Je pense que le débat économique sera majeur dans ces élections de 2017 pour plusieurs raisons. C'est que le décrochage économique de la France devient de plus en plus patent aujourd'hui face à nos voisins et face à l'ensemble des pays développés, que ce soit en termes de production de richesse, que ce soit en termes de marché du travail, que ce soit en termes de compétitivité internationale. Donc il est évident que le débat économique sera très important, surtout que les gens le vivent dans leur chair, dans leur quotidien, si je puis dire, hein, avec une stagnation du pouvoir d'achat, une stagnation de la richesse par habitant, et un relativement important taux de chômage qui aujourd'hui bloque les perspectives d'avenir. Donc ça va être un sujet très important et j'espère vraiment que l'ensemble des partis politiques sera capable de le saisir et non pas de se laisser emporter par des sujets identitaires comme on le voit malheureusement aujourd'hui. Enfin, dernière question, est-ce que pour revenir donc à ce sondage que titrait les échos, comme quoi 77% des Français étaient prêts à un tournant libéral pour la politique économique, est-ce que ça n'est pas en désaccord avec la montée actuelle du Front National? Comment est-ce qu'on explique ce parallèle entre une politique qui est plutôt dirigiste et une politique qui veut laisser la place à l'individu dans l'économie de demain?
Alors, moi, je vois essentiellement deux grandes explications. La première, c'est que le corps électoral ne reflète pas du tout le corps des citoyens français, tout simplement parce qu'entre l'abstention et les gens non inscrits sur les listes et les Français partis à l'étranger, aujourd'hui, le corps électoral ne représente un peu plus 60% grosso modo de la population française. Donc on a déjà un effet de biais. Et je pense que les gens qui sont dans l'abstention, les abstentionnistes, sont des gens très réformistes, sont des gens plutôt libéraux qui justement ont un désintérêt vis-à-vis de la politique, dans lequel leur choix politique, leur choix qui se porterait vers un programme réformiste, n'est pas représenté dans l'offre politique actuelle. Premier point. Le second point est très simple, ça me fait que même les gens qui votent pour le Front National ne sont pas forcément en accord sur le programme économique. Et il y a de nombreux sondages qui ont montré ça et qui ont montré que des partisans électoraux du Front National n'étaient pas pour autant des soutiens idéologiques aux mesures proposées, mais ils trouvaient dans le Front National une solution à le seul parti qu'on n'a jamais essayé, qui est un argument très fort aujourd'hui où les gens ont l'impression d'avoir voté pour l'ensemble du spectre politique sans résultat, et donc étaient prêts à essayer cette solution. Merci Robin Rivaton pour cet entretien pour Thinkover. On rappelle votre dernier livre, La France est prête aux éditions Les Belles Lettres. Merci à vous. Merci. La France est prête, du moins c'est ce qu'il affirme dans son dernier livre. Robin Rivaton est mon invité du jour. Merci de nous accorder cette interview pour Thinkover. Alors première question, la France, on va le dire, est à la traîne. Prévision de croissance en baisse pour l'année 2015.